Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec mon bon ami Roger Birubé qui, à 30 ans, a vécu une sortie de zone, un changement de vie quand même assez important au niveau personnel et professionnel. Avant qu'on rentre dans les détails là, de ta sortie de zone, j'aimerais ça juste que tu me résumes un petit peu ton parcours depuis ta formation, l'école, jusqu'à aujourd'hui, puis après ça, on rentrera dans les détails de tes changements de vie. OK. Ben écoute, moi, ma vie, c'est pas vraiment compliqué. Ça a été, j'ai vécu à Verdun. Je suis né à Verdun. Un gars de Montréal? Hein, un gars de Montréal. Non, pas de Montréal. Verdun. Mais, la fusion. Pour ceux qui sont en Europe, c'est une banlieue de Montréal, Verdun. Et Verdun, c'est une ville importante en France aussi. Ah, OK. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, Verdun, il y avait eu beaucoup de choses. Bon, là, je vais me coucher moins niaiseux. Ah, ben tu vois, c'est bon. Bien, ça. Hein? C'est bien. Je devrais te parler plus souvent. Non, Verdun, école élémentaire, première année. À l'époque, il n'y avait pas de secondaire 1. Fait que première année à 8e année, normal, petit gars de Verdun. Plein d'enfants dans les rues. C'est l'époque où on n'était pas à l'intérieur. Tout le monde, on était à l'extérieur. On jouait au hockey, on jouait au baseball, on jouait dans la ruelle. On achetait tout ce qui était de Batman, les masques. On se faisait des barouettes à quatre roues, puis on se promenait avec ça. Puis c'était la belle vie. Une petite enfance standard. Enfance standard. T'es rentré à l'école, formation en quoi? Aucune formation. OK. Aucune formation. J'aimais pas l'école. OK. J'aimais pas l'école du tout. Et puis, et là, j'ai fait plein de choses. J'ai fait le secondaire. Et puis, au moment où mes chums s'en allaient en psychologie, en sciences sociales, ça allait au cégep. Sinon, c'était le début des cégeps. Mon père me dit, écoute, va-t'en pas au cégep, tu vas rien foutre de ta vie. Regarde tes chums, ils font rien. Ils jouent au tennis, puis ils vont à l'école, mais ils apprennent rien. Toi, ton père, c'est un gars de métier. Mon père travaillait dans une shop de clous, une usine de clous. Mon père Adrien, il mesurait 5 pieds 8, il avait les doigts gros comme ça. Et j'avais une haute estime parce que j'ai vu mon père travailler des 8 heures, des 16 heures, des 3 chiffres en ligne, 24 heures. Travaillait fort, ouais, des longues heures. C'est ça. Puis je l'ai vu, je le voyais arriver le jeudi, là, puis il mettait sa grosse bouteille de 50. Là, sa grosse... ton vin. Oui, avec un. C'est une chine. C'est une chine, hein? Et puis, mais j'ai vu mon père arriver sur le coin de la table, là, puis il mettait un $, mettait un 2 $, mettait un 5 $. Ça paye. Ça allait l'épicerie, le loyer. Il avait acheté un chalet, parce que pendant l'été, il nous envoyait à Saint-Émilie de l'énergie. En campagne, en forêt. En campagne, il nous jetait à Saint-Émilie, puis c'était une place où il y avait de la mouche, puis de la mouche, puis de la mouche. Fait que nos étés, on les passait à l'intérieur du chalet, puis il y avait trop de mouches dehors. Ouais. Mais... Donc, ton père, c'était... Mon père, c'était mon idole. C'était ton idole, c'était ton modèle. Ouais. Mon père, c'était mon idole. Ma mère, c'était ma princesse. OK. Parce que mon père, il était quand même assez sévère. OK. Il connaissait l'importance de l'argent. Il dépensait pas. Okay. Mon père achetait des cannes de petits pois bossés en pensant qu'elles étaient 2 cents moins chères. Okay. Il achetait des boîtes de cornflakes pour qu'on boive moins de lait. T'as pas vécu dans l'abondance et la richesse? Aucune richesse. Mais? On n'avait pas de richesse. Ma première paire de jeans, je l'ai gagnée. Okay. Mon premier emploi, je me souviens, je passais des bottins téléphoniques pendant l'été. Ouais. Et puis, je me souviens quand j'ai eu ma première paye, j'avais travaillé comme 50 heures, puis j'avais comme 58 piastres. Puis il me dit, chèque de pension. Il fallait que tu payes ton père une partie. Oui, pour habiter dans la maison. Pour nous apprendre c'était quoi la valeur de l'argent. OK. OK? Puis je me souviens d'y avoir donné 20 piastres. Et le reste, je me suis acheté une tente. Puis 20 piastres, c'était énorme. C'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était énorme. Puis ce qu'il me disait, c'est que le jour où tu n'auras pas d'argent, papa va en avoir. Je vais pouvoir te redonner ce que tu me donnes. Donc, je le dépose pour toi. Okay. Mais déjà, à l'époque, j'avais comme un goût d'aventure. J'avais hâte de partir camper. J'avais hâte de... Écoute, je m'étais acheté une tente, une Woods. Une tente 4x7. Là. Tu sais, c'était mon bonheur. Le petit poêle Coleman, le sac de couchage. Puis pour moi, c'était comme un début de liberté. Okay. De pouvoir partir en camping puis sans les parents. Donc, tu as commencé à travailler jeune. Ah oui. Tu as commencé à travailler comme peinture. Non. Comme peinture. Comme peintre débosseleur d'auto. Non? Mais je te dis, ma première job, j'allais livrer des épiceries. OK. Puis ma première commande, j'ai perdu 20 piastres. Très payant. Quand je suis revenu à l'épicerie, le gars, il m'a mis dehors tout de suite. Il m'a licencié tout de suite. Mais ton premier travail, sérieux, réel, ta première vraie peintre job, automobile. Peintre automobile. Peintre automobile. J'avais appris un cours, j'avais appris un métier. Mais tout simplement dans l'optique d'être capable d'être autonome, de pouvoir m'acheter une voiture, de pouvoir la peinturer, la couleur que je voulais. Puis je savais qu'un jour, c'était pour m'amener de l'argent. Parce qu'on cherchait la sécurité d'emploi à l'époque. Toi, ton but dans la vie à l'époque,
c'était la sécurité d'emploi, c'était de pouvoir te payer des choses, dont une automobile. Avoir une automobile. Une radio dans l'automobile. C'est ça. À 18 ans, tout le monde voulait avoir son automobile et on voulait avoir notre radio, puis on voulait avoir des pneus larges, puis c'était l'époque, je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était l'époque des années 68. Moi, je suis beaucoup plus jeune. J'avais moins de 3 ans. Mais nous autres, on était dans l'époque de Jimi Hendrix, ceux qui ont mon âge, j'ai 57 ans, mais à l'époque, c'était Jimi Hendrix, c'était Led Zeppelin, c'était Grand Funk, c'était Janis Joplin, tu sais, c'était la grosse époque, puis c'était l'époque des grosses motos, c'était l'époque des grosses voitures. Fait que nous autres, quand on avait, exemple, quand j'avais 14 ans, 15 ans, on courait les concessionnaires automobiles, puis on prenait les revues là, pour vendre des voitures, puis c'était la Thunderbird, les Mustangs, ça. Donc, c'est normal qu'à 16 ans, on voulait tous avoir une voiture. Toi, ton but dans la vie, c'était pas de travailler puis avoir une passion comme travail, c'était de travailler pour te payer une auto ou... C'est exactement ça. Mon travail, c'était secondaire. Mon travail m'apportait la possibilité de pouvoir être heureux. Je comprends. Donc, c'était pas d'avoir une maison, c'était pas d'avoir... je sais pas quoi dire exactement, mais c'était avoir mon auto, puis avoir un statut, puis j'avais ma sécurité d'emploi, puis c'était bien. J'avais un salaire qui rentrait à chaque semaine. Le but, c'était pas d'aimer tant que ça ce que tu faisais. Non, parce que j'aimais pas ça. OK. Donc, tu as commencé comme peintre, débosseleur chez General Motors pendant un certain temps, sur une usine à la chaîne, une usine de montage. Ouais, où tu apprends le mouvement que tu vas faire pendant 3 mois, tu l'apprends en 2 minutes. En 2 minutes. Donc, après 2 minutes, il n'y avait plus de défi. Puis après ça, tu fais le même mouvement 45 fois par heure. Et ça, tu as fait ça, t'as fait ça pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Pendant 6 mois pour lâcher ça parce que tu n'aimais pas ça? Non, il y avait parce que tu allais virer fou? Non, j'ai laissé ça. Parce que tu gagnais beaucoup d'argent. C'est payant, ça, General Motors. C'était payant, mais c'était haïssant. C'était aliénant. C'était aliénant. Puis sans dénigrer les horaires jobs de travail, t'as plus de travail, t'as plus d'horaire de vie, là. Parce que les horaires de travail dans des chaînes de montage, tu commences pas à 8 heures le matin, tu finis à 4 heures. Tu commences à 2h42 du matin, puis tu finis à 8 heures le lendemain. Tu sais, t'arrives chez vous, tu te couches, tu te lèves, faut aller travailler, puis t'as 19 ans. T'as même déjà plus de vie, t'as 19 ans, puis tu profites même plus de la vie, là. Puis là, tu commences à réaliser ça, là. Je le savais en commençant à travailler. Déjà en partant. Donc, qu'est-ce qui t'a mené ailleurs après? T'es rentré, en sautant quelques étapes, t'es rentré à la commission des transports de la ville de Montréal. Exactement. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en terminant à la General Motors, je suis parti en Europe. Okay. Je suis parti en Europe pendant 2 mois de temps. Et ça a été pour moi, c'était le début, là, c'était le premier choc culturel, c'était le premier dépaysement. Je savais pas c'était quoi un dépaysement. T'avais aucune... Je me souviens, j'avais 19 ans. À 19 ans, pour moi, exemple, l'Égypte, c'était Tintin et Cigare des Pharaons. Ouais, que j'ai lu. Tu vois les pyramides, tu vois la ville, tu vois les Saïd, hein, welcome. Puis je voyais ça comme facile. Donc quand je suis débarqué au Caire, je te jure, si les boutons m'ont pas poussé tout de suite, ils ont poussé une semaine plus tard. Le choc culturel. Le choc culturel, dépaysement. Je dormais même pas la nuit. Puis c'était l'époque où le Liban était en guerre à ce moment-là. Fait que j'avais aucune conscience de la réalité de la vie à l'extérieur de mon petit patelin. De Verdun et de l'usine. C'est ça. Donc, j'arrivais dans des pays qui étaient déjà sous-développés. J'arrivais déjà dans un pays où les gens n'avaient même pas d'argent. On voulait pas s'acheter du lait, on voulait s'acheter une vache. Parce qu'une vache donnait du lait, ça coûtait moins cher avoir une vache que d'aller faire son épicerie et acheter du lait à tous les jours. Donc, tu pars en voyage, tu découvres un autre monde, tu découvres que ça existe. Exactement. Tu reviens à Montréal, à Verdun. Je reviens. Et tu trouves une job dans le même domaine, comme peintre, débosseleur, dans les autos. Exactement. J'arrive de voyage et la commission de transport à l'époque, ça s'appelait comme commission de transport de la ville de Montréal, que s'est transformée en STCEM. Oui. Il me téléphone pour avoir un poste de peintre automobile et à peinturer des autobus. À peinturer des autobus. C'est ça. Et cette job-là, c'est quand même une très belle job. C'est très bien payé. Toi, c'était comme est-ce que c'était la job de tes rêves à l'époque? Tu as 20 ans, tu rentres à la commission de transport de Montréal comme peintre automobile, sécurité d'emploi, 15 jours de congé de maladie, 3 semaines de vacances, le salaire qui rentre. Fonds de retraite. Là, fonds de retraite. Donc, je m'achète un Jeep, je m'achète un gros Honda 750. La vie, c'est ça. Le paradis. Là, toi, tu ne peux pas demander mieux que ça. Non, parce que tu as juste du matériel. Et tu commençais puis tu te voyais finir tes jours à la commission au début. On pense pas à ça quand on a 20 ans. On pense à demain et après-demain. Hein? On marche au jour le jour, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans une semaine, mais on est là. La sécurité d'emploi, c'est certain que ça te permet de pouvoir
écoute, tu n'as aucune inquiétude, tu n'as pas de soucis, tu as le goût de voyager, tu voyages, tu as toujours de l'argent dans les poches. Et, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de contrainte, la vie est belle. Je demeure chez mes parents, je donne ma pension chaque semaine, maman qui me fait mes repas, mon père qui me fait le café le matin. Tout est beau là, à ce moment-là. Là, tu as 20 ans. Là, j'ai 20 ans. Tu commences à la Commission des transports de la Ville de Montréal. Exactement. Et tu fais ça jusqu'à quel âge? Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu fasses un changement de vie à 30 ans? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tu m'as parlé d'un moment marquant, entre autres. J'espère qu'il est encore vivant, mon Dédé. André Bertillon, on l'appelait Dédé. Je me souviens, 29 ans. Puis moi, je m'étais toujours dit qu'à 30 ans, j'étais pour faire d'autres choses. Tu pensais à ça? Je me donnais un but, je me disais, à 30 ans, je vais faire autre chose. Mais tu n'étais pas passionné par ce que tu faisais. J'étais pas passionné. J'aimais l'environnement. Okay. J'aimais mes amis. On avait du plaisir. On jouait au hockey à chaque semaine. On prenait une bière ensemble. On se voyait les week-ends. On faisait créer les steaks, le barbecue. On était jeunes, puis on était fous, puis tout était extraordinaire. On pensait pas au futur. T'aimais ça? J'aimais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je me souviens un matin, parce qu'à l'époque, à 10 heures le matin, c'était un rituel. Tout le monde prenait son journal dans la poche en arrière, puis on s'en allait lire dans les toilettes. OK. Et là, je passe devant Dédé Bertillon qui est sur son échafaud en train de sabler l'autobus. Il est plein de poussière blanche sur lui. Et puis, il y a plein de poussière autour de lui. Puis là, je passe devant lui. Il arrête de sabler. Il descend son masque. Puis je le vois tout rose ici d'humidité, là, tu sais. Puis tout blanc. Puis de poussière. Hey, Burbé! Il dit, oui, Dédé! Quel âge que t'as? Il dit, 29 ans. Regarde-moi, là. J'ai 55 ans. Si tu restes ici, là, à 55 ans, tu vas faire la même chose que je fais. Je me souviens de ce moment-là comme c'était hier. Comme hier. Je suis même pas à la salle de bain. J'ai viré de bord. Je suis retourné à mon lieu de travail. Puis je te jure, je n'étais plus capable de rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? À quoi tu pensais? Je me suis vu à 55 ans. Tu t'es vu 30 ans plus tard? Je me suis vu faire 30 ce ans qu'il plus faisait. tard. Tu savais qu'il avait raison? Ah, tabarouette, oui. OK. Ah oui. Je me suis vu avec la petite bédaine. Les cheveux gris, mais je me suis vu gris. Moi, j'ai la bédaine. Hein? Toi, la bédaine, moi, j'ai la bédaine aussi. On est bien cachés. La bédaine, on l'a quand même. Ouais. Mais je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je sorte de là. Pourquoi? Instinct. L'instinct. Instinct. Tu n'avais aucune idée pourquoi. J'avais aucune idée. Mais déjà, je n'étais pas bien. Déjà, je n'étais plus bien. Parce que... tu disais que tu aimais ça avec avant. tout le respect là, que j'ai pour tout le monde travailleur. Ouais. Tu sais, la société est composée de gens qu'on ne voit jamais. Hein? Qui faisaient partie de ceux avec qui j'ai travaillé pendant 11 ans à la Société de transport de Montréal. À 5h30 le matin, à 5h20 le matin, je me souviens, je me réveillais. 5h30, je me brossais les dents. À 6h moins 25, je mettais mon manteau. J'ouvrais la porte, je descendais 4 marches, j'arrivais sur le coin, l'autobus arrivait. Puis j'ai vécu ça pendant 11 ans de temps. Le même rituel. Embarqué dans l'autobus, je me souviens, j'arrivais au métro Banane-Time, descends les escaliers, journal, time est prêt, là, à la seconde. Toujours la Journal même chose. de Montréal, entre dans le métro, toujours la même place. On dirait que tout le monde avait la même place. Tu avais toujours le même visage. Il n'y avait pas de femmes. Juste des hommes. Juste des hommes, la barbe pas rasée, manteau Stilco, CN, Domtar. Moi, c'était STCUM. De compagnie, des... Pas d'égo, pas de... travailleurs. On était tous aigris. Tout le monde était là à lire le journal parce qu'on commençait à 7 heures. Et quand on revenait vers 3 heures l'après-midi, c'était un peu la même chose. Les gens qu'on voyait dans le métro, c'était les gros manteaux bleus encore. Puis on retournait à la maison avec la barbe un peu plus longue que le matin. C'était ce monde-là que je côtoyais. Puis je me souviens, une fois, j'avais été appelé comme juré au palais de justice, parce qu'on t'appelle, hein, c'est au hasard. Et là, je m'en allais au palais de justice, puis il fallait que je sois là à 8h30. Et là, j'ai pris le métro à 8h moins quart le matin. Sortie de zone totale. Et là, je suis arrivé, changement de routine. Je suis arrivé dans le métro, mais là, j'ai pas mis mon manteau de la commission de transport. Complètement déstabilisé. J'ai mis un autre manteau. Et là, je voyais du monde, cravate, habillé, attaché caisse, les femmes, bien habillées. C'était tout le monde du bureau, tout le monde, les professionnels. Que tu voyais jamais.
J'ai dit, crème, il y a 2 sociétés. Tu découvrais un monde. Ouais. C'est Et bizarre. là, Hein? puis j'étais tellement C'est fier. drôle, ça. C'est ça. Puis je me sentais fier. Puis j'essayais de jouer le rôle d'un gars de bureau. C'est drôle. Tu sais? J'étais un gars de bureau. Et puis je me souviens, ça m'a tellement impressionné. C'est des petits moments dans la vie. Ouais, hein. exact. C'est des petits shots de. Il s'agit que tu vis. Ouais, c'est ça, que tu vis ça une fois dans une vie pour te faire changer complètement. Une petite étincelle. Une étincelle. Mais qu'est-ce que c'était pas une étincelle, c'était un volcan. OK. Tu sais, Toi, j'ai allumé le volcan qui était en moi. OK. Qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de... Vers la fin, petite anecdote, je me souviens, dans le temps des fêtes, c'était le temps d'acheter les cadeaux de Noël, puis c'était la même époque où Michael Jackson faisait son Thriller. Oui. Et puis on allait acheter un vidéo pour mes parents. Un vidéo, un bêta. Et puis je pars avec mon frère Ronald, puis on s'en va au Club Aventure Voyage. Pourquoi le Club Aventure? Ton Parce frère que travaillait là-bas? mon frère Robert, qui est toujours dans le domaine du voyage, on allait le chercher. Et là, je rentre au Club Aventure Voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas le Club Aventure, c'est une agence de voyage. C'est une agence de voyage qui a été, pendant excessivement longtemps, on était les pionniers dans le domaine de l'aventure. À une époque du voyage exotique. Exotisme, oui, parce que l'exotisme n'existait qu'au cinéma. On allait voir des films de Daniel Bertolino, Fouquet, puis c'était la traversée de la route de la soie. Sinon... on faisait ces voyages-là. Sinon, au Québec, en général, c'était des voyages en Floride. C'était la Floride, c'était la Jamaïque, c'était le début des voyages en Europe, des choses comme ça. Donc, Club Aventure, c'était spécial comme agence de voyage. Oui, exactement. Ton frère travaillait là-bas. Mon frère Robert faisait la billetterie. Okay. Et là, on allait chercher. Et quand je suis entré dans le bureau, je voyais des souvenirs de partout dans le monde. Des photos. C'était tellement exotique, là. Tu sais, voir un autobus avec un fusil à peinture dans les mains. Chaque jour. Et là, tu rentres là, puis tu vois des cornes, tu vois des masques africains, tu vois des tapis du Pérou, tu vois des tam-tams. Puis les gens qui travaillaient au Club Aventure de l'époque, je me souviens, le monde était nu-pied. Mais les gens avaient voyagé. Je me souviens de Pierre Mathieu qui se fait donner ses billets d'avion par, je me souviens plus, Linda, je crois. Pierre, tes billets sur Nairobi, je les ai ici. Ah, OK, c'est parfait. Puis le gars me regarde, puis il me serre la main avec un sourire comme ça. Je voyais du bonheur. Et là, je me suis dit, je veux plus travailler au Club Aventure, je veux rentrer ici. Tu veux plus travailler à la commission des transports, c'est ça, pas au Club Aventure. Exactement, je voulais travailler au Club Aventure. Parce que c'était un monde artiste, c'était un monde de voyageurs, c'était un monde... C'était juste des fleurs que je voyais, là. Donc, puis, ça a été une étincelle? Quand tu es allé ça, chercher ton frère à son bureau du Club Aventure? Ça a été le volcan Bromo aussi. Là, on est allé chercher Robert et... Pas longtemps après, j'ai été à l'école après le Fortier et puis j'ai pris un cours d'agent de voyage. Tout de suite, et tu continuais à travailler à la commission des transports. Je continuais à travailler à la commission des transports. Ton salaire, mais tu avais l'idée. J'avais déjà l'idée de partir. Là, tu as eu l'étincelle de partir de ton travail. Tu découvrais un monde ou un travail qui existait que tu connaissais même pas. Que je connaissais pas du tout. Qui t'a complètement allumé. Puis tu as décidé à prendre des cours dans le domaine. J'ai pris un cours de 3 mois. J'ai eu un plaisir fou. J'ai eu du plaisir... Un peu comme je te dirais, tu sais, au Kenya, tu as les Maasai, population Maasai. Ici, on n'aime pas l'école. Chez les Maasai, aller à l'école, c'est un paradis. C'est un privilège. C'est un privilège. Puis ils enlèvent leur tunique rouge, puis ils se mettent un petit chandail traditionnel bleu. Oui, que j'ai vu. Que tu as vu, en Tanzanie. Dans les écoles. Puis ils sont heureux. Si tu leur donnais 8 heures d'école par jour, Puis tu as remarqué comment les gens écrivent bien. Ouais. Ils sont motivés. Ils sont motivés, ils sont extraordinaires. Et puis voilà. Donc là, tu savais que tu voulais plus faire ça, tu prends ton cours d'agent de voyage. Je prends mon cours d'agent de voyage. Qu'est-ce qui se passe après? Après, là, je commence à vendre des voyages, comme on dit, à la shop, à l'usine. J'ai mes brochures de Mirabelto, Unito, je me souviens plus, Solvac. Il y avait tous les grossistes de l'époque. Et je commence à vendre des voyages dans le Sud. L'usine dans laquelle je travaillais, c'était 400 employés. 400 employés avec un gros salaire. Okay. La moyenne d'âge à l'époque, c'était quoi? C'était 25-30 ans. Comme on avait beaucoup d'argent, mais les gens partaient en voyage. Pas nécessairement d'enfants, en plus. Exactement. Nous, on avait de l'argent. Fait que là, j'ai commencé à vendre des voyages comme dans l'usine. Dans l'usine. Je peinturais. Comme pigiste, comme à temps partiel. À temps partiel pour le Club Aventure. Pour le Club de Québec. Aventure. Wow. Effectivement, Club Aventure à Québec. Et je me souviens, quand j'appelais les grossistes, j'allais dans la boîte téléphonique qui était au bureau. Puis je prenais la ligne 800 pour pas mettre un 25 cents dans la boîte téléphonique. Je téléphonais à 800 puis je disais « Oui, allô, c'est Roger Club Aventure à Québec. J'ai besoin d'informations. Est-ce qu'il y a de la disponibilité pour l'hôtel à Sauciwa? » Parce que Sauciwa, à l'époque, personne ne va là aujourd'hui. Sauciwa? République dominicaine. OK. Ouais. Quasiment
Quasiment plus personne C'est qui plus y une va. destination. C'est plus une destination populaire. OK. Mais à l'époque, ça l'était. OK. Mais là, je commençais à faire des ventes. Et plus que j'en faisais, plus que j'aimais ça, à un point tel que chez nous, je me suis fait un bureau. J'avais acheté des chaises en rotin. OK. J'avais peinturé l'appartement. J'avais commencé à mettre des souvenirs au mur. Puis je vendais chez moi. Puis les gens commençaient à venir chez moi. Donc, à ce moment-là, déjà, je savais que d'avoir un fusil à peinturer dans les mains, c'était plus mon plat. C'était là. fini. Non, non, non. Là, c'était fini. Tu découvrais une Exactement. passion. Ça avait l'air d'être une Là, passion. c'était une passion. T'aimais vraiment ça. Et là, j'ai appliqué. Mon frère m'a dit, ben écoute, applique au bureau de Club Aventure à Montréal. Donc, j'ai appliqué au Club Aventure de Montréal. Je me souviens, José Leroux. Il était directeur de la billetterie. Il était propriétaire d'Intertransit. Il est à sa pension aujourd'hui. Intertransit, c'est un consolidateur de billets d'avion. Et puis, je voulais être guide. J'avais pratiquement pas voyagé, mais je voulais être guide. Déjà, là, je voulais partir. Tu le sentais, là, Mais ça te faisait vibrer. Là. J'avais encore mon emploi à la Société de Commission. transport, j'avais encore ma maison, j'avais encore une roulotte dans un centre de ski. Puis t'es une femme. Là. Puis j'avais une femme à ce moment-là. T'étais marié. aussi. Tu t'es marié à J'étais 23 ans. Là, marié on à est 20. rendu à 29. On est rendu 28, 29 ans là, à ce moment-là. Là. T'es marié, t'as tout le setup. Là. Exactement. Et puis, premier refus. Premier refus, Premier c'est-à-dire refus, ben, parce que tu voulais travailler au Club Aventure. T'as pas assez voyagé. OK. Même si tu vends des voyages, c'est pas ouais, assez. mais ça, vendre un voyage puis guider un groupe, C'est c'est autre totalement chose. différent. Exact. Donc, parce que je guide aussi aujourd'hui. Bon. Ouais. Mais, refus. Et là, j'ai Donc. abandonné l'idée. OK. J'ai dit, Premier obstacle, on arrête. Premier obstacle, on arrête. Fait On que j'ai- reste à la commission de transport. Je restais à la puis- commission de je restais à la commission de transport. Et là, je suis allé au HEC. Pourquoi? Parce que j'étais tanné de peinturer. Ça me tentait plus de peinturer les autobus. J'ai dit, tiens, je vais voir qu'est-ce que je peux faire comme contremaître. Le HEC, en passant, c'est Les les hautes études commerciales. Et là, j'ai pas terminé mon deck, mais j'ai fait une amorce de deck en gestion des ressources humaines. Parce que tu voulais graduer dans la commission des transports, tu voulais devenir plus gestionnaire que... Parce que ça me tentait plus de peinturer. Peinturer. Ça me tentait plus de respirer de la poussière. Puis j'aimais mieux être Faire à d'autres l'air. choses. J'aimais mieux être à l'air climatisé, puis avoir du plaisir, puis avoir du plaisir avec les gars, puis m'amuser. Parfait. Donc j'étais comme. Et là, par la suite, je suis devenu comme contremaître remplaçant. OK. Contremaître remplaçant, tu demandes un syndicat. OK. Donc, un jour, tu es un bon gars, et l'autre jour, ben, tu es un vendu. T'es le boss. Tu es un t'avais bon, peu t'es les pas deux correct, rôles. t'es pas si. Tu sais, bon, à ce moment-là, mais je m'en foutais. Je disais, oh, regarde, Ça- j'ai du plaisir, puis j'avais du plaisir avec les employés parce que le soir, on allait jouer au hockey ensemble. OK. Puis je m'en foutais un peu. Je disais, on a du plaisir, les boys, ça va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'à un moment donné, écoute, il y en a tellement à dire. Il s'est Si on passé. résume, Si on résume. qu'est-ce qui s'est passé à partir... Pour que tu fasses un changement de vie, à un moment donné. À un moment donné, j'ai demandé à mon frère, je dis, Robert, je veux voyager. Et puis, je vais demander un congé sans solde à la Société de transport Pour partir. pour partir. Et puis, Pendant à un l'époque, mois, 2 mois. Pendant 2 mois. Puis à Tu l'époque, demandais 2 mois. à l'époque, OK. ça ne se faisait pas. Ça n'existait pas au Québec, OK. un congé sans solde. Et surtout, Maintenant, avoir un... c'est régulier. Ben oui, C'est mais commun. surtout, à l'époque, Société de transport de Montréal, J'entends, ouais. oui, Société de transport avoir un emploi à la Société de transport, il n'y a personne qui laisse son emploi là. Tout le monde rêve Tout le monde, d'avoir un emploi. ils sont 20 devant la porte parce que c'est la sécurité d'emploi. Tu deviens un employé permanent, tu as le gros salaire, tu as les vacances, les congés de maladie, Puis comme à je te disais l'époque, le marché tantôt. du travail n'était pas comme aujourd'hui. Non. Là, c'était rare, un Exact. bon emploi comme ça. C'est ça, là. exact. Donc, et moi, je demande un congé sans solde. Mais non, ça va pas, un congé sans solde. Donc, il ne voulait pas me l'accorder. Et là, j'étais comme au Y de ma vie, là. Qu'est-ce que je Qu'est-ce fais? que je fais? Est-ce que j'abandonne un emploi pour partir pendant 2 mois en voyage? Là, c'est une grosse Et décision. puis là, je me retrouve devant rien après, là. Rien, rien, rien. Mais là, on dirait que le bon Dieu m'a emmené, je ne sais pas, une expérience de vie parce que j'ai eu un gros accident de voiture. OK. D'ailleurs, dans une rencontre pré-départ au Club Aventure, à l'époque, on faisait des pré-départs qui duraient un week-end. OK. Puis ce week-end-là, on avait 330 voyageurs. Qui préparait au Qui voyage préparaient à pour l'été. venir, Qui les préparaient, trucs. ouais, c'est OK. ça. Qu'est-ce qu'on apporte, quel ça. est l'itinéraire. L'information. Ça permet aux gens de rencontrer les gens avec qui ils vont triper et bad tripper pendant Ouais. 3 semaines de temps. Et en fin de soirée, on me demande de partir d'une base de plein air puis d'aller reconduire des gens dans une autre base de plein air. Puis le destin a fait en sorte qu'une voiture qui s'en venait en Accident. sens inverse, des gens qui étaient sous, 2 jeunes, pas de permis de conduire, ils ont perdu le contrôle puis ils ont atterri devant ma voiture. Puis ces 2 jeunes-là sont décédés. Ils sont décédés Puis dans sur mon le coup. véhicule, blessure faciale, fracture, quelque chose de pas beau. Toi, t'es Moi, correct. là-dedans, je perds connaissance pendant 5-10 secondes, les mains en charpie, cage thoracique
défoncé. Pas de blessure majeure. Pas de blessure plus majeure. que ça. Mais là, je sors du véhicule par la fenêtre parce que impossible de sortir du véhicule. Mon véhicule est complètement enfoncé. Puis je prends soin de tout le monde. OK. Déjà quelque chose que je connaissais pas de moi-même. De prendre soin du monde. Donc, avoir le sang-froid, garder son sang-froid, puis gérer une situation de de crise. gérer une situation de crise. Et puis, Qu'est-ce que ça a fait pour toi? ça a fait en sorte que le lundi matin, c'est arrivé un week-end, le lundi matin, je suis arrivé à mon emploi et j'ai été rencontrer je me souviens, le contre-maître général à l'époque, Deslauriers, puis j'y ai montré mes mains. Puis j'ai dit, regardez, j'ai les mains en charpie, je peux pas travailler pour les 2 prochains mois. La seule chose que je vous demande, donnez-moi mon congé sans solde. Et après 3 secondes, il m'a dit, OK, je te l'accorde. OK. J'étais, comme on dit, tenace. Puis les congés de maladie, c'était pas plus commun à l'époque. Il me restait 8-9 congés Là, de t'étais maladie. vraiment Exactement. Donc, blessé. j'étais Puis blessé. C'était une faveur Puis, que tu faisais. Là. Effectivement. Et là, je suis parti 1 semaine plus tard. J'étais rendu en Bolivie à 4000 mètres d'altitude avec une poitrine blessée. Tu voulais voyager quand même. Je voulais voyager quand même. OK. Ah non, je suis parti. Ça a été pour moi, là, si mon voyage en Égypte, ça a été un premier tremplin, mon voyage en Bolivie, ça a été le 2e tremplin. Confirmé. C'était confirmé. Je n'avais jamais vu de ma vie des montagnes aussi hautes. Je n'avais jamais été aussi dépaysé par les populations, de voir des enfants qui faisaient des jobs d'adultes. Écoute, les paysages, l'histoire, de voir qu'au Québec, on avait 400 ans d'histoire, mais qu'il y avait des pays qui avaient 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans d'histoire. Mais tout ça m'arrivait en pleine face. Donc, ça l'a cogné sur le clou du voyage. Exactement. Et puis, au retour... Mais tu vois aussi, tu sais, on va un peu vite, ouais, mais peut-être 1 an avant de partir en voyage, j'avais déjà vendu ma maison, j'avais vendu la roulotte et j'étais rendu en haut de chez mes parents, dans un petit 4,5. Ouais. Donc avec déjà, ta femme? Avec ma femme. Et déjà, on avait abandonné la sécurité. Avoir la petite maison, avoir la roulotte dans un centre de ski, j'avais un petit MGB. Tu sais, le petit bonheur parfait. Ouais. J'ai dit non, on s'en va dans un 4,5, ça va bien aller. Mais probablement que sans le savoir, déjà mon destin stressait. Parce que préparais à faire des changements de vie. Mais il ne m'attendait pas du tout. Là. Tu le savais pas, tu n'étais pas conscient de Exactement. ça. Donc, quand ça a été le temps pour moi, au retour, après 1 semaine, j'étais déjà séparé. Ça a pris 1 semaine. Moment marquant de ta vie. Moment marquant de ma vie. Au niveau personnel. J'ai rencontré, je suis tombé en amour peut-être pour la première fois de ma vie. En voyage. Même si j'avais été marié avec une des femmes les plus extraordinaires avec qui j'ai été dans ma vie aussi. J'étais tombé en amour, mais une réelle amour. Puis quand je suis revenu, 1 semaine après, plus rien. Et au même moment, mon frère m'a téléphoné parce que j'étais un peu l'exemple pour lui. Voyons, Roger, ça va bien? T'avais une maison, t'avais une roulotte. La grosse joie. T'avais la femme. T'étais un exemple pour moi. Moi, je suis dans l'insécurité. Je dirais, ben, non. Puis lui, il travaillait au Club Aventure. Lui, il était propriétaire du Club Aventure. Propriétaire du Club Aventure, puis il disait, je suis dans l'insécurité. Et puis j'ai dit, Robert, je suis pas heureux. Je suis pas bien avec tout ce que j'ai. Je suis pas bien. J'avais fait des crises d'angoisse, j'avais fait des crises d'anxiété. Parce que tu n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Puis à l'époque, avoir des crises d'anxiété, avoir des crises d'angoisse, c'était tabou. Même encore aujourd'hui, ça l'est un peu. Les gens peuvent le dire. Moins, mais... ouais, aujourd'hui, on avoue. Hein? Plus. Oui, j'ai fait un burn-out. Oui, j'ai fait des crises d'anxiété. Oui, j'ai perdu 20 livres. Moi, quand je me suis marié, j'ai pas pris 20 livres en 1 an. J'ai perdu 20 livres en 1 an. Okay. J'étais pas prête pour le mariage. J'étais trop jeune. Mais à l'époque, les pressions sociales, il faut que tu te maries, il faut pas que tu ailles vivre avec ta blonde. T'embarquais dans le moule. Puis... J'embarquais dans le moule. J'avais pas de problème. Il fallait que ça soit facile. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est fini la facilité, je plonge. Et là, mon frère Robert m'a demandé... Il ne pas comprendre. Lui, il n'a pas compris. Puis j'ai dit, Robert, je vais travailler pour toi. Là, en plus, tu lui offrais de travailler pour lui. Là. Et j'ai dit, j'ai pas d'argent pour te payer. Je dis, je t'ai pas demandé de l'argent. J'ai besoin d'aller travailler pour toi. Il m'a rappelé le lendemain. Il m'a dit, ça te prendrait combien de temps pour t'emmener à Québec? J'ai dit 2 semaines. Là, c'était de passer de Montréal à Québec là, qui te ferait aussi. Je suis rentré le lundi Québec, matin. Tu connais pas vraiment Québec. Je connais rien de Québec. Rien de Québec. Rien de Québec. Le lundi, je suis allé voir mon patron, puis j'ai dit, ça te prend combien de temps pour une démission? Ben, 2 semaines. Je te donne ma démission. Je pensais que c'était une blague. Mais non, voyons donc. Voyons, t'es à la commission des transports de Montréal. Hein? Voyons, laisse pas ta job comme ça. Personne qui fait ça. Tu t'en vas dans quoi? Ben, je m'en vais comme agent de voyage. Sans salaire. Sans salaire. Pas de salaire. Mais j'avais pas dit. J'avais pas dit. Puis à l'époque, tu laisses ton travail, tu as une pénalité. Là. J'ai été pendant 2 mois sans salaire. Okay. Mon frère m'a donné 100$ par semaine. Okay. Puis en plus, je me souviens à l'époque, ma femme était aux études, puis je lui donnais 150 parce que j'avais un peu d'économie quand même de côté. Je lui donnais 150$ par paye pour qu'elle puisse payer ses études. Okay. Puis un 14 septembre 87, avec un reliant K, bleu poudre. En plus, je m'appelle Roger. Je suis parti de Verdun. Puis je suis arrivé à Québec.
Tu lâchais tout. Je lâchais tout. Ton travail, j'avais tu 2 te sacs séparais, verts. tu te séparais. Oui, je me séparais. J'avais 2 sacs verts avec des vêtements. Mon frère m'accueillait chez lui dans une chambre. Là, tu as 30 ans. Là. J'ai 30 ans. Genre. J'ai 30 ans, puis je suis le gars le plus heureux du monde. Je me souviens d'un passage dans Harry Miller. Plus d'argent, plus rien. Plus T'es rien. le gars le plus heureux du monde. C'est le Comment gars tu le peux plus dire heureux. ça? Pourquoi tu dis ça? Avant de partir dans mon premier voyage, j'écoutais Robert Charlebois, Solidarité. J'écoutais Louise Forestier. J'écoutais Fleetwood Mac. J'écoutais Léonard Cohen. Puis je lisais Boris Vian, L'écume des jours. Je lisais Henri Miller, Tropique du cancer. Puis dans Tropique du cancer, Henri Miller, il dit dans sa préface, « Mon ventre est vide, je n'ai point d'espérance, je n'ai point d'argent et je suis l'homme le plus heureux du monde. » Et ça m'avait beaucoup touché. L'accident aussi m'a beaucoup touché. Ça t'a fait réaliser des choses? Quand tu as un accident, mon gars, tu as 2 personnes qui meurent. Tu as 7 personnes qui sont rendues là, à l'hôpital, à l'urgence, les os du crâne. Tu as réalisé fracturés. quoi? Que la vie était fragile? J'ai réalisé quoi? réalisé, tu m'aurais donné, un fusil dans les mains, tu m'aurais dit, tu t'en vas en Irak. J'aurais dit, demain matin, aucun problème. Pourquoi? Parce que j'avais passé à travers d'une des étapes les plus difficiles et que j'ai failli mourir. J'ai dit, si je suis pas mort là, le bon Dieu ne veut pas m'avoir, là. Tu sais, je suis encore ici pour un bon bout de temps. Fait que là, ça t'a fait réaliser qu'il fallait que tu changes quelque chose dans ta vie. Oui, exactement. Et puis là, je suis parti à Québec. Je suis arrivé le 14 septembre 87. J'ai demeuré chez mon frère pendant à peu près 3 semaines avant que le propriétaire de l'édifice dans lequel le Club Aventure est installé, il m'a donné un appartement. Un petit 3,5 excessivement drabe. Les murs, d'ailleurs, étaient drabes. Là, avec un fauteuil dans lequel c'était impossible de se lever tellement qu'il était renfoncé. J'avais une petite table dans la cuisine. J'étais en plein milieu, pas en plein milieu, j'étais face au chemin Sainte-Foy, coin Belvédère. Et puis, il me fait ça à 200 pièces par mois. Donc, 200 $ par mois pour un loyer chauffé. Mais pour ça, je devais faire le ménage, déblayage de la neige, enlever la neige du premier bloc, du bloc de Club Aventure et d'un autre bloc qui était sur une autre travailler rue. pour que ça te coûte moins cher. Exactement. Donc, je travaillais l'hiver, puis c'était un hiver, il neigeait tous les jours. Puis l'hiver au Québec, il neige. Il neigeait. Il neige beaucoup. Ça a été particulier parce qu'à chaque 2 jours, il tombait 5-6 pouces de neige. Fait que le matin, à 6 heures du matin, j'étais debout et je l'ai pelleté. Une fois par semaine, je lavais les marches d'escalier, mais je rentrais au bureau de sourire comme ça. Je travaillais 7 jours par semaine. Tu regrettais pas ton changement de vie, là, encore. J'étais tu le l'as gars. peut-être jamais regretté, mais J'étais le gars tu le disais plus pas, heureux. j'étais fou. Non. Zéro. Non. T'étais convaincu. J'étais convaincu. J'étais bien. Puis je sortais pas. Je savais même pas. J'étais à Québec, puis tu m'aurais dit où est-ce qu'est le fleuve. Je sais pas. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mon environnement, moi, mon adresse, c'était l'adresse du Club Aventure. Okay. Les gens me demandaient, là, tu sais, exemple, votre adresse, 2240 rue Fraser. Oui, quelle ville? Ben, Québec. Parce qu'on sait aujourd'hui que Fraser, c'est bien à Québec. Ouais. Mais à l'époque, je n'avais aucune connaissance de la ville dans laquelle j'étais, mais j'étais en voyage. Parce que déjà, Québec, tu as l'impression d'être un touriste, tellement que c'est beau. Hein? Bon. Alors, ça te faisait du bien. Ça me faisait du bien. J'étais heureux. Je rencontrais des voyageurs, des gens qui avaient voyagé 10 fois plus que moi, des gens qui avaient fait le tour du monde. Puis je les servais. Je servais des professeurs d'université. Qui t'impressionnaient. Qui m'impressionnaient. Puis c'est moi qui organisais leur voyage. Fait que mon ego, là... Ça te valorisait. Ben oui, parce que... Comme ça, en transport, il n'y a pas de valorisation. Embarque dans le métro à 6h moins 20 du matin, ça va te réveiller. Il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui se regarde de toute façon. Qui te félicite ou qui te dit c'est beau ce que tu fais. Les claques dans le dos, t'en as pas. Okay. Ta job est fini, va dans un autre job. Ça, c'était une grosse différence dans les deux mondes de travail. Mais là, le téléphone sonne. Là, ça commence à... Oui, Roger, s'il vous plaît. Oui, Roger, s'il vous plaît. Alors, au début, c'était Robert, Roger. Frère. Après ça, c'était Robert, Roger. Après ça, c'était Robert, Roger. Et là, ben, tu as une fierté. Tu faisais ta place. Tu fais ta place, puis tu apprends en même temps, puis tu as l'impression que tu sers à quelque chose, puis tu deviens un peu comme tu deviens comme responsable des moments les plus heureux de tes voyageurs. Il y avait quelque chose d'humain. Leurs vacances. Oui. Quelque chose d'humain que tu appréciais. C'est ça. Les gens te confient les plus beaux moments de leur vie. Puis ce métier-là, je me suis rendu compte qu'on devient plus psychologue parce que, peut-être pas en vendant un voyage à Acapulco, là, mais il y a des gens qui voyagent pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui voyagent parce qu'ils ont le cancer. Il y en a qui voyagent parce que leur chum ou leur blonde les a laissés. Il y en a qui, leur mari vient de mourir. Il y en a qui sont en dépression nerveuse. Il y en a, j'ai eu des gens qui m'ont montré des poignets tailladés puis qui voulaient
qui recommençait Second souffle. à prendre, c'est ça, un second souffle. Fait que ce métier-là, pour moi, il était excessivement valorisant. Parce qu'il me permettait en même temps d'apprendre plein de choses sur l'humain. Puis moi, cette zone, comme on parle de zone de confort, j'étais sorti de cette zone-là. Fait que je voyais déjà des gens qui travaillaient déjà sur leur amorce. Tu sais, des gens qui voulaient rebâtir, qui voulaient changer. Fait que je les avais devant moi, ces gens-là. Puis je les ai encore aujourd'hui devant moi. Parce que là, aujourd'hui, tu travailles encore au Club Aventure. Le Club Aventure, tu as acheté le Club Aventure, tu es devenu associé 2 ans après avoir commencé comme agent. Je suis arrivé en 87. Je suis arrivé en 87. En 89, j'achetais Club Aventure. Mon frère Robert achetait le grossiste Club Aventure. OK. Et la meilleure personne qui pouvait le reprendre l'agence et qui était quand même ici. capable de le faire vivre parce qu'il avait besoin d'un bon vendeur à Québec, mais ça a été moi. Et avec Bruno Dufault, qui était un de mes associés. Donc, tu es devenu propriétaire 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, je suis devenu propriétaire. Ça, c'était à 31 ans, 32 ans. Oui, à 32 ans. Aujourd'hui, tu as 57. 57. Ouais. Donc, ça fait 25 ans. 57, 32, ouais, c'est 25 ans. 27 ans au Club Aventure, 25 ans propriétaire. Comme propriétaire, que tu fais. Mais c'est un grand mot, propriétaire. Tu gères plus ton stress. Mais ça, c'est être en affaires. C'est toi qui lave le plancher, c'est toi qui passe le balai, c'est toi qui rencontre la banque, c'est toi qui se fait dire « Ça va pas bien, vos affaires, M. Bérubé. » C'est toi qui gères le stress. Là, tu as découvert qu'être employé et être propriétaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas juste du positif. Exactement. Il n'y a rien de positif. C'est bien, mais bien souvent, quand tu as une sécurité d'emploi, tu risques d'avoir un meilleur salaire. Est-ce que tu vas être plus heureux? Qu'est-ce qu'on choisit? Tu vois, moi, j'ai choisi peut-être plus le bonheur que l'argent comme tel. Aujourd'hui, si tu étais resté à la Commission des transports de la Ville de Montréal, tu serais probablement à la retraite. Oui. Avec un gros fonds de retraite. J'aurais un gros fonds de pension, j'aurais probablement un gros Winnebago, je ferais probablement une vie plate. J'aurais peut-être vécu pendant 30 ans avec une femme que j'aurais jamais aimée. Peut-être que ta bédaine serait plus grosse. J'aurais peut-être plus grosse bédaine. Mais c'est sans dénigrer. Ouais. Je veux dire, non, pas du tout. Pour toi, c'était... Pour moi, c'était ça. Pour toi, c'était Mon ça. père a travaillé pendant 40 ans, puis il a adoré son travail. Exact. Mais moi, j'étais pas bien. Puis je trouve qu'il y a plein de gens qui sont pas bien. Moi, ça a toujours été une passion. Mon travail, je l'adore. J'aime ce que je fais. On s'entend que passion, ça peut être... Au début, c'est une grosse passion, ça peut descendre, mais on peut toujours aimer ça aussi. C'est pas obligé d'être toujours à l'extrême de la passion. Fin juin, je me suis blessé, je me suis cassé une côte en faisant du vélo. Puis j'ai été 8 jours alité. Une côte cassée, je te souhaite pas ça, là. Ça fait mal. T'as une beuh que ça fait mal. Qu'est-ce que ça t'a fait les 8 jours alité? Vulnérabilité, sensibilité. Quand il n'y a personne dans la maison, t'es seul dans ta barouette. Je me suis rendu compte que j'étais bien au bureau. T'aimais ton travail. Ça t'a fait réaliser que t'aimais être au bureau. Oui, j'ai appelé Michel, ma comptable. J'ai dit, Michel, amène mon ordinateur à la maison. Je veux travailler d'ici. Je me suis levé parce que déjà, j'avais de la difficulté à bouger d'un centimètre. Là. OK. Parce que ça fait et là, je me suis levé, je me suis assis sur la chaise. Et là, c'était mon bunker. J'étais en contact avec mes voyageurs. Et écoute, ça a été 50 de la réussite de ma guérison. J'étais bien, j'étais heureux. Là, ça te faisait reprendre conscience que tu aimais ta job. Ah, qu'est-ce que oui. Et 2 jours après, là, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai pris mes pilules pour le mal, et je suis retourné au bureau. Mais pour moi, le bureau, ça a été comme... C'était pas une question d'argent, c'était une question... Ben oui, il faut que le business roule. Il faut que la business roule, mais pas juste ça. Mais je suis bien. C'est ça, t'aimais ça. J'aime ça, je suis bien au bureau, j'adore ce que je fais. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas ce type de travail-là, puis je le dis souvent à mes employés, le jour où vous allez être blasé, allez-vous-en. Pour toi et pour eux. Oui, parce que les voyageurs vont rentrer, puis ils ne veulent pas se faire servir par quelqu'un qui est malheureux, qui sourit pas, qui n'aime pas son travail. Changez de travail. T'aimes pas ta job, va-t'en. Il y a plein de monde qui sont prêts à la faire. C'est facile à dire, plus difficile à faire, mais tu l'as fait. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, est-ce que tu le regrettes? Non. Je devine ta réponse. Là, mais... Non, je ne le regrette pas. Il est arrivé à certains moments dans ma vie, exemple, tu sais, quand la crise du Golfe est arrivée, Thunderstorm. Au Koweït. Au Koweït. Quand la crise arabe est arrivée. Le printemps arabe, moi. Printemps arabe. L'Égypte, c'est 220 voyageurs par année. Là. Pour toi, là? Au bureau, là. Problème en Égypte, problème en Tunisie, problème au Maroc. Pour le business, là, c'était pas bon. Puis moi, j'ai guidé la Libye. 7 fois, j'étais le premier Canadien à rentrer en Libye. C'est vrai. Tout le monde, il n'y a personne qui osait aller là. Penser que la Libye était pour être une destination touristique. Il y avait quelques Français qui se faisaient dire par leurs amis, est-ce que tu as une bonne assurance avant de partir? À l'époque de Kadhafi. À l'époque de Kadhafi. Et moi, je veux dire, c'était une des plus belles destinations. Ça a été
Ça a été 6 voyages extraordinaires. J'ai jamais été aussi impressionné par des beautés de paysages comme ça. Le désert, c'est magnifique. Mais quand il y a eu la crise, le printemps arabe. Ben, fini l'Égypte, fini la Libye, fini le Maroc, fini la Tunisie. Là, tu deviens insécure. Là, tu es propriétaire. Là, tu es propriétaire. S'il n'y a pas de profit, tu n'as pas d'argent. Exact. Pas... Mais là, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à recréer. Puis ça te permet, en même temps, ça te met un miroir devant toi. Tu peux pas attendre. Là. Sécurité, tu n'as pas de problème. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Ta paye rentre à tous les semaines. Que ça marche pas. Peu importe. Tu as ta sécurité, ton fonds de pension s'en vient en 2 ans, tu t'en fous. Là, tu n'es pas dans cette dynamique-là. Mais moi, je suis pas dans cette dynamique-là, puis les comptes arrivent. Il faut que je paye mon loyer, puis il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, il faut que je paye les salaires garantis, toute la quête. Mais là, il faut que tu crées. Faut recréer. Tu te renouvelles. Et là, tu as l'Internet qui arrive. En plus. Ouais. Ou encore, votre voyage m'intéresse, par contre, vos dates ne correspondent pas avec nos vacances. Et on n'a pas le goût de faire ça en groupe, on aimerait ça faire ça plus en individuel. Et là, ding, 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 ding. Faut que tu allumes. Là, j'ai commencé à créer des voyages en privé. J'envoie des gens en Inde en privé. Que j'ai fait en passant. Que tu as fait. Hein, tu es parti avec ta blonde. En Tanzanie, en Afrique. Puis ça a été extraordinaire, puis on s'est rencontrés là-bas. Là-bas, en plus. Puis je me souviens, tu sautais. Ouais. Tu étais comme une gazelle, Ouais, tu capotais, tu nous montrais des images. Des vidéos, des photos. Des Hadzabé, là. Hey, t'es carré. Même tu as changé notre itinéraire. Exact. On a changé. C'est vrai. Putain, à cause de moi, il a fait un beau voyage, lui, on change notre itinéraire. Vous avez fait des recommandations. Des recommandations. Déjà, tu venais de me vendre un voyage. Ouais, c'est drôle. C'est vrai. Alors, voilà. Malgré les inconvénients d'être à son compte puis d'être stressé parce que le marché change ou qu'il y a des événements internationaux qui changent ta business, est-ce que tu regrettes ou malgré c'est ça, là, parce que c'est pas le fun, ça, vivre ça. Tu t'ennuies-tu de ta job salarié, pas de casse-tête, tu arrives à la maison, tu penses à rien et des fois, est-ce que tu changerais? Non, OK. J'ai appris qu'il y a le travail puis tu as la maison. Moi, j'ai peut-être cette facilité-là ou cette capacité-là de pouvoir sortir de ma job, j'aime même pas dire ma job, sortir de mon bunker. Tiens. Je sors de mon bunker. Je suis capable de sortir à 5h30. Puis, si je te parle de voyage, d'ailleurs, c'est inné, j'adore parler de voyage. Toi, pour moi, c'est pas un travail. J'aime ça, OK? Puis, je suis un vendeur. Je suis vendeur. Il faut l'avouer, je suis vendeur. Donc, c'est certain que tu me parles, hey, j'ai le goût d'aller en Inde avec ma blonde. Wow, c'est le fun, hey, je pourrais t'organiser ça. Je suis pas au travail, là. Tu peux parler de ça à 9h le soir, lundi soir, c'est pas grave. Mais quand je sors à 5h30, je peux arriver chez nous, me faire 2 toasts au beurre de peanut avec de la confiture, puis m'asseoir devant la télé, puis de regarder les Mardis dangereux à TVA. Je comprends. Tu parles pas juste de voyage. Une game de hockey, puis à 10h, je me couche, puis j'ai même pas pensé à mon travail. Tu n'amènes pas les problèmes tant que ça à la maison. Le matin, je me lève à 6h, j'ai pas de musique, j'ai pas de radio, je lis mon journal, je prends mon bol de café, et après ça, bon, tel dossier. Hey, c'est le fun, je vais avoir la confirmation. OK, il faut que j'appelle tel voyageur. Parce que je m'occupe, comme je te disais tantôt, je m'occupe des moments les plus importants de la vie pour toi, des gens. Important. Leurs vacances. C'est pas banal. Il y a des gens qui travaillent 48 semaines, puis qui ont 4 semaines par année, puis ils te les confient. T'es mieux de pas les gâcher. Non. Fait que si je te fais voyager, c'est comme si tu étais mon frère, c'est comme si tu étais ma sœur. Je veux pas que tu rates ton voyage. Parce que si tu fais un mauvais voyage, tu vas en parler à 25 000 personnes, puis pour moi, c'est pas bon. Je comprends. Mais c'est ça. Donc, j'ai cette capacité-là de pouvoir sortir de mon travail le soir, puis de même plus y penser. C'est pas tout le monde qui est fait comme ça. C'est une belle qualité en affaires. Probablement. Une autre chose aussi, c'est que la vie t'apporte une combinaison. Tu sais, des gens vont faire 10 ans d'université. La vie, c'est une grande université. Moi, je me souviens qu'à 20 ans, mes premières erreurs ou mes premiers stress, je n'étais pas capable de les gérer. Et là, je me rendais compte qu'après un mois, c'était déjà réglé. Ou des fois, après 3 jours, c'était déjà réglé. Ça passait. Fait que quand un autre problème arrivait, je me disais, à mesure des échecs, je me disais, ça va se régler. Si ça s'est réglé au premier dossier, ça va se régler là. Tu paniquais plus avec ça? Non. Puis des crises d'angoisse, là, à 21 ans, à 22 ans, j'en ai fait. C'était pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui? Probablement beaucoup plus petits que ce que... Le problème dans la tête, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe? C'était le stress, c'était l'angoisse. Mais je me suis rendu compte par la suite, parce que j'ai une amie qui était psychologue, puis elle dit, Roger, je cherche pas plus loin. T'as jamais aimé ce que tu as fait. T'aimais pas ça, comme commission de transport. Je dis, oui, j'aimais ça. Non, t'aimais pas ça. Forcé. Puis quand tu t'es marié à contresens. T'étais peut-être pas prêt, t'étais trop jeune. Tu l'as fait pour les autres. Donc, t'as tout fait pour les autres, mais rien pour toi. Mais là, tu fais
pour toi. Donc, en faisant les choses pour toi-même, tu es responsable de tes actes. Donc, tu assumes tes conséquences. Est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu aurais donné à des jeunes qui commencent ou qui travaillent dans leur domaine depuis plusieurs années ou qui sentent qu'ils ont un changement à faire, une sortie de zone? Qu'ils le fassent. Je vais te donner un exemple. J'ai des jeunes qui sont dans le domaine de la communication. Il y en a une qui me disait, je voulais rencontrer telle personne, et puis elle dit, à quel endroit je peux vous rencontrer? Ben, elle dit, j'ai pas de bureau. La fille, elle a peur de louer un local, parce que ça va coûter cher. J'ai dit, ouais, mais tu viens de perdre une cliente. Tu as démontré que ta business, là, n'est pas grosse. Ça aurait déjà payé ton bureau en partie. Tu n'as pas de bureau. Excusez-moi, parce que je travaille de chez nous. Tu sais? Mais ça se peut aussi. Moi, je travaille de chez nous. Oui, mais c'est pas la Ça dépend du domaine. Mais c'est ça, exactement. Mais moi, je dis, il faut foncer. Mais je suis personne. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai bâti ma vie. Sur ce que tu as fait, avec ton expérience. Qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'ai des gens, j'ai des voyageurs, ça fait 25 ans qu'ils sont à leur travail. Puis les gars travaillent, les gars aiment ça. Ça existe aussi. Oui, tu sais. Donc, faut pas changer pour changer. Mais quelqu'un qui n'est pas heureux, reste pas là. Reste pas là, tu vas perdre des années. Tu perds des années de ta vie. Tu ne regrettes pas aujourd'hui? Ah non. Ah non, j'en ai encore pour... Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, toi, la continuité. Dans ce que tu fais. Santé, continuité. Et si tu as la santé, tu veux continuer ça le plus longtemps possible? Le plus longtemps possible. Je vais faire voyager... mes enfants. Les enfants, toi aussi. On va partir une gang de tête grise ou une tête de poche. Il n'y a plus beaucoup de gris. On partira en voyage. Parce que j'ai commencé à faire ça d'ailleurs. Depuis 3 ans, il y a des amis, des gens, là, des bons voyageurs. À chaque année, je dis, bon, OK, on part en gang, un peu comme Cocoon, là. Puis on part une douzaine de voyageurs. Puis, tu vois, on a fait le Vietnam, on a fait Kenya, Tanzanie. Je les ai emmenés pendant 3 semaines, Kenya, Tanzanie. On s'est amusés comme des vrais fous. On a fait le Vietnam l'année passée. Et cette année, on vient de faire les îles Marquises, en Polynésie française. Wow. C'est comme un cadeau qu'on se donne. C'est cool. Fait que ça, j'aimerais ça poursuivre ça encore pendant des années. Écoute, je te le souhaite. Merci. Puis si jamais les gens veulent te rejoindre. Clubaventurevoyage.com ou non.ca? www.clubaventurequebec.com. Clubaventurequebec.com. Bourlamac, rue Bourlamac à Québec. Très professionnel. Je l'ai vécu, j'en ai acheté un, puis une de mes plus belles expériences. C'est vrai. Vraiment, écoute, un beau voyage. Pour te remercier, je sais que tu l'as déjà, que tu l'as lu, mais je te donne une copie. Ben, t'es gentil. Tu le donnes à qui tu veux dans ton entourage, que tu sens que ça peut aider. Ta fille, peu importe, je te le laisse, c'est à toi. Voilà. Merci beaucoup. Histoire très inspirante. Ben, t'es bien gentil de m'avoir accueilli. Félicitations d'avoir eu le courage à 30 ans de faire la sortie zone que tu as fait. Merci. Bravo. Ça peut aider les autres, tant mieux. Et à vous, on se dit à bientôt pour une nouvelle sortie de zone. Bye.